Donc, c'est ça. Donc là, je vous ai parlé de toit solaire complètement intégré. Donc ça, c'est juste la partie nord, ici. Uruguay, ça va être la partie sud. En Uruguay, ça va être de l'autre côté. Et en fait, donc l'autre moitié du bâtiment, okay, c'est un toit vert. Donc pour ça, ce qu'on veut faire, c'est utiliser des matériaux en fibre de verre pour le toit. Donc avoir de la végétation dessus, donc du toit vert qui permet aussi de retenir un petit peu l'eau. Et puis là, on va avoir un système aussi de récupération d'eau. On va voir si on vient de l'autre côté. Donc, bâtiment solaire passif, que ça veut dire en gros, c'est une forme, pas la peine que ça soit très compliqué, une forme rectangulaire. Okay. Ce qu'on va faire pour que ça soit plus intéressant, on ne le montre pas ici, mais on va avoir une tour dans le coin. Okay. Et en fait, cette tour va avoir dedans notre réservoir intersaisonnier pour la chaleur. Okay. Là, on est en train de regarder, finaliser pour voir les différentes possibilités. On est en train de faire des simulations on a fait 1 mètre cube. Là, on est en train de regarder pour plusieurs mètres cubes. Et on est en train de regarder soit des cuves canadiennes qui sont utilisées souvent pour les utilisations agricoles, mais aussi un système qui vient de Suisse, qui est un système un petit peu comme un thermos en fait. C'est un peu plus cher, mais on va voir ça. On va mettre des informations sur le site web quand on aura retenu notre système. Pour l'instant, j'ai mon ingénieur qui est en train de finaliser tout le rapport technico-économique pour voir ce qui est le meilleur. Et l'idée, c'est que, donc, avant de revenir là-dessus, ici, je vais juste parler dans un bâtiment solaire passif, en gros, une forme rectangulaire, donc avec une partie qui permet d'avoir l'orientation est-ouest, okay, sur la partie longue, qui permet donc de faire d'avoir nos fenestrations au sud, optimales. Okay. Donc au nord, qu'est-ce qu'on fait? On a tous nos espaces tampons. Okay. Donc ça veut dire le garage, l'entrée, okay, avec un vestibule ici qui permet de servir d'espace tampon. Et au niveau du design à l'intérieur, en fait, une autre chose, c'est que remarquez aussi que ça, c'est un bâtiment en 2 étages. Okay. Quand on construit, si on veut être capable d'optimiser le prix de construction, qu'est-ce qui coûte cher? C'est souvent les fondations puis le toit. Donc, si on peut réduire la proportion okay, fondation et toit okay, par rapport aux bâtiments, c'est beaucoup plus économique de faire un 2 étages, peut-être 3 là, qu'un bungalow. Un bungalow, c'est le pire. Okay. Une autre chose aussi qu'on évite, qu'on peut voir dans le bâtiment, c'est que contrairement à ce qui se passe très souvent en Amérique du Nord, où on fait un sous-sol, okay, dans lequel c'est souvent très difficile de gérer l'eau pour éviter qu'elle aille possiblement s'infiltrer là puis créer des problèmes d'humidité ou autre. Donc là, ce qu'on préconise, après avoir bien étudié la chose, c'est donc plutôt que d'aller profond, d'aller un petit peu plus haut, okay, 2 étages, pas de sous-sol. Ça nous permet aussi d'aller un peu plus haut, donc si jamais il y avait de l'ombrage autour, donc on est un petit peu plus au-dessus de la végétation, donc une fois de plus par rapport à un bungalow, il y a sous-sol. Et puis ça nous donne bien sûr plus de possibilités aussi au niveau du passif, d'avoir donc des fenestration. On va remarquer qu'il n'y a pas de fenestration ici. En fait, il n'y en a pratiquement aucune à l'est, à l'ouest ou autre. Ce qu'on pense faire en fait pour les gens qui veulent avoir quelque chose, avoir une vue, pour une raison ou pour une autre, là sur les autres côtés, en fait on peut mettre des fausses fenêtres. On met quelque chose qui ressemble à une fenêtre, en fait, qui est un panneau solaire, qui peut être juste une fenêtre, mais bon. Mais par contre, c'est une fenêtre qui est sur le mur, et juste de mettre donc une caméra vidéo et de mettre derrière un grand écran. Et en fait, ça revient moins cher de faire ça au niveau de l'énergie,
que d'avoir une réelle fenêtre. Donc, si vous êtes tanné de regarder le voisinage, ben, vous pouvez regarder d'autres choses, puis vous voulez voir les paysages à travers le monde, vous pouvez faire ça. Mais en tout cas, une fenêtre, c'est quoi qu'on fasse, ça va être peut-être avec une fenêtre double R2, si on est à l'argon peut-être un peu plus, R3 triple vitrage, ou avec peut-être ça peut faire R5 là. Mais c'est très par rapport à un mur qui est R20 ou R30 là, c'est quand même vous allez toujours avoir beaucoup plus de pertes. Okay? Donc si vous en mettez ailleurs qu'au nord, au sud, c'est sûr que là vous allez avoir une question d'énergie là de perte. Mais Frédéric, ton modèle il est fait pour être des maisons en rangée à la limite là. Est-ce que vous avez pensé à ça? Pour être un peu plus dense? Oui, plus dense, oui. Parce que le modèle il est vraiment fait, on dirait, pour ça. Oui, ça marchera plus pour les maisons en V aussi, effectivement. Autre chose aussi au niveau des fenêtres, on ne préconise pas le triple vitrage. Donc, on a fait les études là, puis regarde ça, on veut une fenêtre de bonne qualité. Là, donc le choix qu'on a retenu, c'est des fenêtres en fibre de verre. Ce qui nous permet d'avoir la meilleure performance au niveau de ne pas avoir de perte dans le frame, dans le cours. Mais si on regarde ce qu'on appelle le solar heat gain coefficient, parce que les gens souvent ils parlent, ah oui, la fenêtre c'est le R, puis ils regardent juste les pertes, ok? Et nous on regarde le bilan thermique total d'une fenêtre. Puis ce bilan thermique là, il dépend énormément de l'orientation. Et en fait, si votre orientation est au sud, ben, nous on fait les calculs économiques, on ne regarde pas juste les choses techniques, on fait les calculs économiques, là, puis regarde, puis on n'a pas réussi à trouver aucune fenêtre triple vitrage qui puisse nous donner le retour sur investissement là, qui rend ça rentable. En fait, ce qui se passe, c'est que d'un côté, vous allez réduire vos pertes, mais vous allez aussi réduire vos gains solaires. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Et en fait, à la place, ce qu'on fait, c'est que on va, je vais le montrer un peu plus loin, là, mais ça ne va pas être exactement comme ça. Ça, c'est juste un exemple de montrer l'intégration. Mais en fait, nos fenêtres, là, ont des volets isolants. Okay? Ça, c'est quelque chose qui, en Europe, est très connu. Dans beaucoup de pays à travers le monde, les volets, c'est connu. Ici, on dirait qu'on a complètement oublié. C'est juste des petits volets décoratifs qui ne se ferment même pas, okay, qui ne servent à rien. Un volet, là, vous pouvez facilement ajouter, c'est à peu près R7 par pouce avec un bon isolant. Et vous ajoutez à peu près 1,5 pouce et demi, 2 pouces là. Essayez de faire augmenter une fenêtre de R3 okay, à R7 là, ça va coûter super cher. Okay. Puis en plus de ça, le volet, ce que vous pouvez faire, c'est que pendant les périodes d'ensoleillement, vous pouvez l'ouvrir en hiver, okay. Puis vous pouvez aussi avoir des systèmes de domotique qui vont vous permettre automatiquement de le fermer la nuit ou de le fermer aux périodes pour optimiser donc, ça c'est super important. En fait, une maison, c'est un petit peu comme un panneau solaire, hein, de par ses fenêtres, et contrôler les gains et les pertes hein, avec les fenêtres, c'est une chose qui est fondamentale, qui est oubliée ici et qui est un des meilleurs retours qu'on puisse avoir. Okay? Mais Frédéric, excuse-moi, mais les volets là, ici, c'est pas juste que ça a été oublié, c'est pas facile. Gel, dégel, tout ça. Je comprends qu'en Suisse peut-être, mais ici, il fait froid, là, il fait vraiment froid, puis il me semble que c'est pour ça que ça fonctionne. Effectivement. C'est pas arrivé encore, parce que la technologie... En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que ça s'est fait n'importe comment. Okay? Oui, c'est donc ça. Là, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Okay? Une autre affaire aussi, c'est que les volets ne peuvent pas donner aussi un choc thermique à la fin de thermos qui est à déceler. 7 degrés. Okay. Alors là, attendez, parce qu'il y a plusieurs... pour les volets, là, il y a tout un tas de choses, là, puis on a regardé ça en détail. Okay? En fait, je pense que c'est sur une de mes autres pages. Là, c'est juste pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble avec les volets. OK. Effectivement, au Canada, on a un climat rude là, qui peut faire que si vous mettiez par exemple un volet au nord, okay, ou à l'est ou à l'ouest, okay, qui n'est pas protégé par un overhang, okay, ben là, vous vous exposez effectivement à des problèmes, ou si la neige peut
potentiellement comme aller plus haut là, puis empêcher que votre volet se ferme. Donc là, premièrement, on les met simplement à un endroit qui est protégé par des overhangs, par des... En français? Débordement, merci. Débordement de toit, ok. Surplomb. Surtout pas au nord, ok. Et d'autre part, il y a plusieurs systèmes qui permettent au volet donc d'être actif. Vous pouvez donc avoir bon, si je prends la fenêtre ici, ok, donc le système traditionnel c'est le volet s'en va comme ça, mais vous pouvez aussi avoir un système où le volet glisse, ok. Donc là vous avez beaucoup moins de chances que ça se crée un problème là, et que ça crée des tensions qui fassent que ça pète ou avec le vent là ou autre. Ça c'est autre chose. Mais je veux dire, moi j'ai vécu dans la ville la plus haute d'Europe, ok, où on avait de la neige. Vous savez ce que c'est que la neige, puis quand ça tombait, là ça tombait comme je disais, là on peut avoir en quelques jours plusieurs mètres de neige, ok, puis on avait des volets, puis ça fonctionnait. Et puis on avait des fluctuations de température aussi. Donc c'est bien parce qu'on va pouvoir voir ton expérimentation là. ouais. Est-ce que vous avez regardé les volets intérieurs? Parce que j'ai travaillé dans 2 bâtiments effectivement. où j'ai rénové des Effectivement. volets. Donc le volet intérieur, meilleure performance technique. Par contre, un cauchemar au niveau du contrôle de l'humidité et des moisissures. Donc non. Ok. Non. Donc en bout de ligne, là, absolument pas. Ok. À éliminer là, pour. Ok. La chaleur dans la cave. Oui. Je me suis, si je poursuis votre logique, par contre, de tantôt de dire qu'on est mieux avec un vitrail double, Oui. si je poursuis la même logique, je serais encore mieux avec un vitrage simple. Non. Parce que le trip m'offre Ouais. Non, parce que là, ouais, mais il faut regarder au niveau économique. Nous, on regarde au niveau. On a fait les simulations, là, puis on regarde les différents scénarios, puis on met les coûts, puis on met toutes les performances. Et là, qu'est-ce qui nous a donné le meilleur résultat? C'est le double vitrage. Ok. On a des modèles économiques là, qui nous permettent de faire des simulations. Vous pouvez le faire aussi vous-même si vous utilisez RedScreen, la version notamment version 3 qui était meilleure pour le solaire passif. Là. Vous pouvez voir. Peux-tu dire qu'on peut le trouver sur le site du gouvernement, je pense, le logiciel? Là? Oui, RedScreen, c'est pour le bénéfice de tout le monde. Ah, ok. Il y a des gens qui ne sont pas familiers avec RedScreen? Okay. RedScreen? R-E-T. Il n'y a pas un tableau ici que je peux utiliser? C'est quelqu'un qui a jamais utilisé ça, il va peut-être avoir beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres, pour ça que nous, on a en fait on a des formations là-dessus qui durent 1 mois pour chaque technologie. Si vous êtes intéressé à devenir un expert en RedScreen. Oui. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez, nous, on présume que c'est un bon double vitrage avec de l'argon dedans. Okay? Quand vous avez un double vitrage en bois ou en PVC ou en aluminium, okay? L'aluminium ça va être plus durable, mais avec le bois ou le PVC, ce qui se passe, c'est que vous avez votre fenêtre, quand elle va avec la température chauffer ou refroidir, ça va se chauffer ou se refroidir d'une telle façon que vous allez avoir une dilatation, puis ça va créer donc des fuites, des micro-fuites, qui fait que c'est virtuellement impossible qu'au bout de quelques années, là, pratiquement tout votre argon sera parti. C'est très 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 difficile, à moins que de mettre des joints super chers, plus chers, etc. Ouais, ça peut être possible, mais je veux dire, vraiment, c'est pour ça que le meilleur système, là, parce qu'avec la fibre de verre, ça va être au même rythme, parce que c'est le même matériau. Okay? Donc c'est pour ça que c'est vraiment le matériau qu'on recommande. Okay? Donc, excusez-moi. Oui. Ce que j'ai compris, c'est que si on prend un verre double versus un verre triple, à cause du coût du verre triple, il n'y a pas de gain. C'est ça que vous avez dit. La chaleur. C'est ça le calcul. En gros, là, il faut prendre en compte, d'une part, le surcoût et d'autre part, le bilan thermique global, okay, en fonction de où est-ce qu'on la met cette fenêtre. Parce que c'est pas la même chose si vous deviez absolument mettre une fenêtre au nord, ben là, je vous dirais oui, le triple vitrage, ça peut valoir la peine. Okay?
Mais au sud, même à l'est ou à l'ouest, là, il peut y avoir. Mais là, je vous parle du sud, parce que nous, on a prévu simplement d'en mettre au sud. D'accord. Si je prends l'autre calcul que vous avez fait, vous avez dit c'est mieux de prendre une fenêtre avec une construction en fibre de verre, Oui. que du PVC ou du bois. Oui. Vous avez calculé aussi le coût, parce qu'une fenêtre en fibre de verre coûte passablement plus cher. Oui, surtout le triple vitrage. Le double vitrage, c'est quand même pas si grave, mais c'est un peu plus cher, mais ça se retrouve en bout de ligne. Un gain appréciable. Oui. Dans les tissus assez basses, suggère du triple vitrage, puis un peu au nord de Montréal, même qu'on tombe dans le quadruple vitrage, va être le plus efficace. Coût, énergie, retour sur investissement. Pardon? L'Institut Passé Basse suggère autre chose. Oui. Mais C'est juste Passive, que nous, on va- ce qui se passe, c'est que Passive House, il regarde juste cet aspect passif, puis nous, on regarde l'aspect global. Et notre but, nous, c'était de voir comment est-ce qu'on peut avoir une maison qui va créer plus d'énergie que ce qu'elle consomme. Pas juste une maison qui va avoir le moins de consommation possible. Ouais. Okay? Alors c'est un petit peu une autre approche, une autre logique. Okay? Dans le, Donc si oui, effectivement, ce qu'on veut faire, c'est juste réduire la consommation, bon, c'est une chose. Mais si on veut être capable d'avoir un excédent d'énergie, bon, c'est... quel est le gain solaire avec votre double vitrage? Ouais. Puis nous aussi, le Passive House, là, il n'y a pas forcément... on ne va pas forcément rechercher la performance économique maximale. Okay? On veut juste avoir un bâtiment qui va avoir moins de 15 kWh par mètre carré par an là, au niveau des besoins de chauffage, etc. Nous, on regarde c'est quoi notre ROI. Retour, en anglais, ROI, okay, retour sur investissement. Ça, c'est notre considération primaire parce que nous, notre but là, c'est de construire des maisons qui sont moins chères que la moyenne. Okay? Puis au niveau de sélection d'énergie, surcoût zéro, parce que c'est nous qui gérons ça. Okay? Tous les systèmes solaires, etc., on reste propriétaire. Donc c'est pour vous qui avez besoin d'aller faire avec les dealers, c'est nous, on achète ça. Puis vu que on fait ça, mettons, on veut faire donc 10 maisons, 100 maisons, ben on va avoir des meilleurs moyens de négocier que si vous faites juste votre maison tout seul. Okay? Ça, c'est une autre raison pour laquelle, oui. Vous faites comme Solar City aux États-Unis. C'est ça. En fait, donc là, il y a une division légale qu'on va créer là, pour la compagnie qui s'appelle, au lieu que ce soit comme, ici on a Hydro-Québec, okay? Nous c'est Helio World, Helio comme le soleil, et puis c'est pas juste pour le Québec, mais on va faire ça au niveau international, donc Helio World. Donc c'est un peu le système là, sauf que eux, ce qu'ils font à Solar City, c'est que ils louent, c'est la location. Ouais. Donc nous, le système qu'on veut utiliser, c'est vraiment un système de Energy Utility. On veut vendre au kilowattheure Vous solaire. êtes producteur, là, c'est plus pareil. Là. C'est ça. Là, on vend pas, on loue pas. Donc on loue pas de toit. Certains gens qui font ça aussi sur le site, c'est un des modèles. Là. Et nous, on veut juste vendre le kilowattheure solaire. Et au niveau des véhicules électriques, là, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que pour les voitures électriques, là, mettons qu'une voiture normale, traditionnelle, équivalente, ça coûte 20 000 $. Okay? Puis qu'un véhicule électrique, ça coûte 50 000 $. Okay? Donc là, mettons, vous avez 20 000 $ de plus. Donc notre modèle, nous, c'est on dit, OK, on va vous permettre que vous achetiez la voiture à 10% de moins qu'un véhicule comparable, donc à 10% de moins que le 20 000, okay? Donc à 18 000 $. Okay? Nous, on va financer le reste. Okay? Par contre, pour être capable de financer ça, on va vous vendre l'énergie okay, que vous consommez au kilomètre que vous conduisez. Okay? Donc on va faire une conversion. Okay? C'est pas au kilowattheure, là, c'est pas. Mais, donc on va vendre proportionnellement, mais ça on peut le faire seulement dans certains contextes, bien sûr, où les gens, s'ils roulent 2000 km par an, on ne va jamais rentrer dans notre... donc on se concentre là, avec ce genre de projet-là, on offre des voitures communautaires électriques, parce que là, mettons, une personne sur une maison, il conduit seulement 10 000 km par an. Bon, ben là, si on a, mettons, 5 ou 10 maisons là, qui vont se partager ce véhicule-là, ça va nous permettre
d'avoir assez de kilomètres pour qu'on puisse rentabiliser notre investissement. Donc ça, c'est une autre chose. Puis c'est pas forcément le seul véhicule, mais ça peut être un deuxième véhicule pour les gens. Au moins, ça donne l'option d'avoir un petit peu l'équivalent d'un communauto ici, je pense, à Montréal. Okay. C'est comme un communauto électrique. J'ai juste Oui. une petite question d'ordre légal de la chose, parce que là, vous devenez producteur. Oui. Vous vendez de l'électricité, mais pour ici, au Québec, là, pour pouvoir vendre de l'électricité comme un producteur, là, tu peux pas arriver comme ça et dire à Hydro, t'achètes mon courant. Là. Non, mais ça marche pas, ça. oui, mais là, au Québec, Ici, là, pour le moment, en tout cas, ça on- marche pas. on C'est ne parle pas impossible, Hydro. c'est impossible. On n'en parle pas Hydro, on n'est pas connecté à Hydro. OK. Ah, vous allez être autonome. Là, Oui, c'est là, et au OK. Québec, on est autonome. OK. Est-ce qu'on a le droit de Parce que faire vous ça? pouvez pas lancer Ah oui. vous pouvez pas lancer dans Si j'ai pas le droit l'intention. de faire ça, ça veut dire que les gens n'auraient pas le droit de faire une maison solaire normale. Non, mais je veux Non, dire, non. il n'y a pas comme des règles comme des feed-in tariffs comme en Ontario, ou des choses de ce genre-là. Où est-ce que Non, tu il n'y en a dois- pas ici. Non, il n'y a pas rien de ça ici. Il y a juste ce qu'on appelle la facturation nette, là, le C'est net ça. metering. OK? Mais là, on ne peut pas avoir un projet rentable en facturation nette Non, au Québec. ça marche C'est pas. impossible. Parce que tu perds le surplus. Donc, pas en vendu. fait, pour vous donner aussi ici un background là, sur pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces résultats-là. On a regardé les coûts de développement. OK? Quand on fait un développement résidentiel traditionnel, ce qui se passe, c'est que, bon, typiquement, dans beaucoup de développements, là, c'est peut-être pas au Québec autant, là, mais bon, parce que nous, on est regardé surtout en Ontario, mais on a donc une infrastructure qui est créée. Donc, un développeur, il achète le terrain, puis après ça, donc il faut amener les routes, amener les égouts, amener l'électricité, puis amener souvent le gaz. OK? Donc on a regardé tous ces coûts d'infrastructure-là. OK? Puis on dit, ben, si on fait le solaire, là, nous, en gros, là, pour nous, on a regardé à peu près que ça, d'après les calculs qu'on a fait, là, c'est environ 50 000 $ par maison. OK? Puis pour un développeur, là, souvent il peut dépenser, comme en fonction de où est le gaz, là, et ce genre de choses, il peut dépenser plus que ça pour les infrastructures traditionnelles, s'il faut qu'il se raccorde au système d'égout, etc. Donc nous, la façon dont on veut financer ça aussi pour le reste des infrastructures, c'est être l'équivalent, je ne sais pas si vous avez entendu parler de... il y a des systèmes en Amérique du Nord qui s'appellent PACE, Property Assessment Clean Energy Financing. C'est le système de financement où, si vous voulez, le solaire, par exemple, au lieu d'être est comparable, financé de la même façon qu'on finance les égouts. Okay? Quand vous avez besoin de faire une amélioration des égouts, qu'est-ce qui se passe? La municipalité va faire l'investissement et elle va se repayer en vous faisant payer les taxes, les taxes municipales. En anglais, Okay? c'est pas PACE. En anglais, c'est PACE. Si vous voulez savoir l'information, c'est pacenow.org. Okay? Donc, notre but, là, notre modèle, c'est de faire un PACE privé. Okay? C'est-à-dire qu'au lieu de passer, parce que les municipalités, là, c'est lent à les faire bouger, etc. Donc, nous, on veut mener par l'exemple. Okay? Donc, on dit, OK, on va faire l'équivalent de facturer un property. C'est sûr, ça ne va pas s'appeler property tax, mais le résultat va être la même chose. C'est-à-dire que les gens, ils vont nous rembourser à terme de la même façon que normalement, pour des effets d'infrastructure comparables, ils rembourseraient sur la période de vie du bâtiment. Donc c'est comme une sorte de ligne qu'on met là, en anglais, en français, un lien sur le bâtiment qui nous dit, ben, OK, vous n'avez pas à payer ces frais d'infrastructure solaire et pour les égouts, etc., ce qu'on a notre système Pixie là. Mais bon, là, vous allez nous repayer, nous rembourser. OK? Donc, pour le remboursement, il y a deux choses, l'énergie ou un frais en plus là, d'infrastructure. C'est le concept des infrastructures, c'est-à-dire aux grises ou au noir, là, ça va être des champs d'épuration, j'imagine, que vous allez installer? Ben, là, c'est le système Pixie, il n'y a pas de champ d'épuration. OK. Donc, c'est comme une sorte de système fermé Uh-huh. qui permet, donc tu as une cuve, et puis là, on va réutiliser, on va transformer en méthane, et puis OK. on va juste relâcher l'eau finalement qui va être comme... Puis les déchets domestiques, tous les déchets domestiques organiques, là, C'est les ça. déchets de table vont tous aller à voilà, la les place. déchets de table, de cuisine, humains, de toilettes, ok, de jardinage, D'accord. ok, la pelouse, etc. Tout ça, ça s'en va là-dedans. Et puis, au lieu que ça se transforme en méthane, là, et puis que ça crée des émissions de gaz à effet de serre, on va le brûler. Au niveau, Est-ce que vous allez des, faire des composts? Oui? au niveau des eaux grises, l'évacuation des eaux grises, les eaux qu'on utilise.
Ouais. Ben, c'est ça, c'est un système de gestion de bruit. Puis là, j'ai pas beaucoup de temps là, pour aller sur un détail là-dessus. Je vous encourage à aller sur le site web et à aller regarder sur le système Pixin là, qui est sur notre. Ok, vous avez votre système d'inscription sur votre site. Oui, c'est tout, dans toutes les technologies dont j'ai parlé, à part le réservoir là, pour lequel on est en train de vérifier exactement avec qui on va aller, c'est tout sur un site web. Ben, ce que tu as montré, c'était le site. Pardon? Ce que tu as montré, c'est. Oui, on passe à travers. Ouais. Ouais. On passe à travers. Tout à l'heure, ça, là, ce document-là, c'est sur le site web. Là, on vous explique. Ok, donc là, ok, donc j'ai parlé du fait que 2 étages, on comprend pourquoi. Ok, pas de sous-sol, est-ouest, etc. Juste une forme. Bon, pour rendre ça plus intéressant aussi, donc là, la tour là qu'on va mettre sur le côté. Qui va, en fait, on n'a pas forcément un toit, ça peut être comme une sorte de tour médiévale, là, on ne sait pas exactement qui sont là-dessus. En fait, on va l'utiliser comme une sorte d'extension du jardin d'agrément. Donc, simplement ici, là, sur cette partie du toit, on peut l'utiliser comme une sorte de auvent, là, ou de porch. Porch suspendu, là, si vous voulez. Terrasse suspendue. Et puis, donc là, une autre chose dans le solaire passif, c'est les vérandas. Okay. Donc sur la partie sud, là, on va avoir une véranda. Et en fait, vous remarquez que la plupart des vérandas qui sont construites ici, sont transparentes sur le toit. Okay. Ça crée un gros problème souvent de surchauffe. Okay. Donc, nous, ce qu'on préconise, là, c'est que d'avoir soit un toit dur, okay, ou en fait, bon, ça peut être tout simplement un fabrique, tissu. Okay. Et une autre chose aussi, c'est que ben là, vous avez énormément de pertes. Donc là, potentiellement, on va voir là, dans les détails quand on va construire, mais bon, en gros, on veut que, au moins pendant les périodes de surchauffe potentielle, que ça soit couvert. Donc ça peut être un système rétractable ou pas, là. Puis c'est mieux quand même que si on veut garder cette chaleur-là l'hiver, qu'il y ait un petit peu d'isolant. Donc ça pourrait être un système adapté là finalement qui est juste un isolant et puis un toit qui peut facilement s'enlever en tissu ou autre. Mais je pense que c'est important qu'il n'y ait pas de. Puis là, absolument pas de produits en plastique. Là, ça c'est une calamité au niveau. Si on veut vraiment viser dans la durabilité là, ça prend du verre. Il n'y a pas vraiment de. Parce que le reste, ça jaunit. On regarde quand même une maison qui va durer des générations, pas juste. Ça, on ne peut pas vraiment éviter là, avec le système en plastique, malheureusement. Que ce soit polycarbonate ou autre. Okay. Là, on ne voit pas très bien, mais bon, c'est sûr que on a un système éolien. Dans la région aussi, c'est pas terrible. Voilà. Okay. Non, okay. En tout cas, ce qui se passe, c'est que dans les régions où il y a assez de vent, okay, en général, ça prend environ minimum de moyenne de 30 km/h, là, ou à peu près, je dirais, 5 à 6 mètres par seconde là, pour que ce soit viable. Donc, ce n'est pas tous les sites qui ont cette possibilité-là, mais quand il y a assez de vent, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer un système de ce qu'on appelle des éoliennes à axe vertical. Et pourquoi axe vertical? Ça prend n'importe quelle direction. Bruit, okay, et effectivement, ce qui se passe, c'est que dans un développement résidentiel, là, on n'oublie pas qu'on va être capable de déployer ça un peu n'importe où. Okay? Un développement résidentiel, à moins que vous soyez sur une ferme, là, vous avez beaucoup d'espace, okay? Bon, et vous pouvez aller très haut. En général, vous avez des règlements municipaux là, qui vont vous réduire, puis vous ne pouvez pas aller vraiment plus haut que une antenne Une antenne au sol. Moins haut que le clocher. Ouais, non, c'est quoi les. Il y a des systèmes de paraboles là. En tout cas, c'est pas tellement plus haut qu'un pylône si vous voulez, d'électricité ou autre. Là. Donc là, si on veut être capable de travailler en éolien à faible hauteur, okay, ça veut dire qu'on va avoir des vents turbulents.
Ok, ça veut dire qu'on va. Donc là, le seul système vraiment qui peut fonctionner avec des vents turbulents, c'est des systèmes verticaux, avec l'axe vertical. Donc là, plusieurs choses. Ça va. Quelqu'un mentionnait le bruit. Ça fait beaucoup moins de bruit. En fait, pourquoi ça fait moins de bruit? Parce que ça tourne beaucoup plus lentement. Ok? Qu'une turbine comme ça a besoin de tourner beaucoup plus vite qu'une turbine traditionnelle. Ok? Au niveau aussi du danger, là, donc là, vous n'allez pas faire du steak haché de l'oiseau, là, parce que ça tourne très lentement, puis les oiseaux ont le temps de passer à travers, là, puis il n'y a pas de problème. Okay? Ça arrive souvent, ça. Avec les petites, je veux dire, les grosses éoliennes, là, pas tant. Okay? C'est connu que c'est juste peut-être moins entre 1 et 3 oiseaux, ce qui est moins qu'un camion, de façon générale, puis la plupart des bâtiments vitrés, là, de toute façon, les oiseaux se tuent dessus. Mais bon, les petites éoliennes, là, c'est sûr qu'il y a plus de chances que les oiseaux se prennent dedans, là, puis ça les mouline. C'est caché. Et puis, là, vous avez aussi un lien là, pour ce genre de fabricant. Là, il y a un fabricant qui s'appelle UGE, Urban Green Energy. Okay? Sur les sorties du site web. Et ils ont des turbines qui sont vraiment esthétiques aussi, qui peuvent vraiment s'intégrer à un environnement urbain, qui peuvent être de différentes couleurs. Puis en fait, ils sont artistiques. Ça peut vraiment être comme une sculpture un petit peu ou un élément intéressant, à tel point que souvent c'est utilisé dans certains développements maintenant avec pour faire les pylônes de lampadaires. Okay? Ils utilisent ça avec un panneau éolien en dessus. Et puis, il n'y a pas de problème en général avec les architectes et autres là, avec les voisins là, pour une acceptation. Oui? Excuse-moi, c'est où tu as dit que ça se vendait, ça, cette éolienne-là? Ça vient de où? Cette éolienne, c'est assez populaire aux États-Unis, en Europe. Est-ce que tu as un lien? Oui, il y a un lien. Ça, c'est sur le site web. Hein? Ah, ok. Ouais. Mais c'est fabriqué en Amérique ou c'est en Europe? C'est pas. La fabrication elle-même, de nos jours, avec la globalisation, là, bon, ça se peut qu'il y ait certaines pièces qui soient. Si vous regardez dans Active Energy Systems, okay, et là, vous allez voir donc pour les. Okay. Urban Wind Energy, UGE Visionaire. Okay. Alors, contact us. Ils vont voir un bureau probablement New York.